Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer une table ronde sur l'entreprise en mouvement, stratégie hyper réactive, surenchère ou émergence. À quel point l'agilité nécessaire de l'entreprise devient une contrainte pour ceux qui y contribuent. Afin d'éclairer cette question, je vais faire une petite digression sur mon passé. Quand j'ai commencé ma thèse sur les relations numériques de travail, j'étais chargé de communication, j'étais connecté en permanence, j'étais connecté soir et week-end pour mon entreprise parce que je voulais bien faire mon travail. J'avais une injonction à être connecté. Et l'injonction ne venait pas de mon employeur, elle venait de mon travail. Je voulais bien le faire. Mais l'organisation du travail ne le permettait pas. Et c'est ce qui m'a donné par la suite l'envie de faire cette thèse sur les relations numériques de travail. Pourquoi est-ce que les usages digitaux que nous avons tous les jours ne sont pas aujourd'hui permis par le droit du travail ou par les entreprises? Alors aujourd'hui, moi je porte une montre connectée. C'est un peu plus populaire le terme de hyper-réactivité, d'agilité. D'ailleurs, quand on regarde les CV des candidats à l'emploi, le mot adaptabilité, agilité revient très très régulièrement. Et dans certaines entreprises, on parle aussi de méthode agile. Preuve que l'agilité aujourd'hui est rentrée dans les mœurs. Mais est-ce qu'elle est rentrée vraiment dans le cadre du travail? Est-ce qu'elle est acceptée par tous? Ça, c'est une question avec laquelle on va débattre avec notre panel d'experts. Donc le déroulé, pour revenir dessus, commencera par qu'est-ce que l'agilité aujourd'hui dans les organisations? Quelles sont les contraintes qui pèsent sur les collaborateurs ou sur les organisations d'ailleurs? Quel est l'environnement de travail connecté? Et puis ensuite, est-ce que c'est vraiment une contrainte ou c'est pas plutôt une opportunité pour les collaborateurs, pour les organisations de se réinventer? Et enfin, troisième temps, quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui des organisations? Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Iliana Duhard de Workplace Partner chez Rivevol. Mathieu Fouquet, partenaire RH et secrétaire général de OnePoint. Olivier Bourtereau, ASE. Et Lawrence Knight, cofondateur de Querc. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut commencer à pitcher? C'est une question difficile. Mathieu Fouquet, allez, je vous sens prêt. Donc c'est moi alors qui commence. Ici. Ah, au milieu. Surtout pas au milieu, je crois. Plutôt là. Merci. Ici, là. Bonjour à tous. On vit une transformation numérique sans précédent depuis maintenant bientôt 20 ans. Ce qu'on peut appeler un tsunami numérique et qui a gommé les frontières, réduit les distances et qui fait un changement si profond qui nous place à la fois dans l'instantanéité, l'hyperréactivité et l'éternité. Ce changement si profond, on l'a vu dans la restitution du sondage en début d'après-midi, peut être vécu comme quelque chose de très anxiogène, ou peut être aussi considéré comme un nouveau champ des possibles assez infini, certes à prendre avec prudence, mais gigantesque. Moi, je me place plutôt dans cette seconde catégorie. Et pour se placer dans cette seconde catégorie, je me suis posé une question. Ce tsunami numérique, il impacte qui? Il ne faut peut-être pas regarder sa globalité, mais peut-être aller dans sa profondeur. Le premier impact de ce tsunami numérique, il est sur l'individu. Et il est sur l'individu, selon nous, à deux points de vue. Son rapport au temps et son rapport au collectif. Alors son rapport au temps, c'est quoi? C'est que mes exigences deviennent la norme. On est dans une instantanéité que cette révolution numérique nous permet, nous habitue et nous drogue. Quand je veux regarder les JO, il faut que je les regarde tout de suite. Je veux un abonnement immédiat. Quand je pose une question, j'ai la réponse immédiatement, sans même me poser la question de la pertinence de cette même question. Quand j'achète des fleurs, au pire, je vais accepter qu'elles arrivent dans 2 heures. Mais j'ai ce rapport à l'instantanéité qui fait que moi, je suis individu, citoyen, client, très exigeant, avec un besoin de réactivité immédiat. Et cette hyper-réactivité, pour y répondre, les entreprises en face, qui fournissent les produits et les services, n'échappent pas à cette hyper-réactivité.
Et ne pas échapper à cette hyperréactivité, c'est certainement questionner le rapport de l'individu au collectif. Comment est-ce que moi, individu, citoyen, tweetos, hyper exigeant, je vais, avec mon autre casquette de salarié, entrepreneur, partenaire, indépendant, pouvoir répondre à cette hyperréactivité. Et c'est là qu'on rebascule dans quelque chose de très anxiogène, je pense, si on veut y répondre d'une façon traditionnelle, ne pas bouleverser l'organisation des entreprises et ne pas rechanger les collectifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est un des témoignages que je ferai aujourd'hui, ce tsunami numérique impose un changement de l'organisation collective et impose la création de nouveaux collectifs, très vraisemblablement inspirés des réseaux sociaux, de logiques communautaires, où on fait tomber les barrières, on fait tomber les silos, on favorise la circulation d'informations, on joue les ostéopathes de l'organisation. Et c'est dans cette organisation, dans cette fluidification certainement, qu'on va pouvoir réconcilier une même personne qui est à la fois hyper exigeante d'un point de vue individuel, citoyen, consommateur, client, mais aussi très exigeante en termes de salariés, entrepreneurs ou indépendants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme on a parlé de réseaux sociaux, je propose à Iliana Duhard de venir prendre la parole. Okay. Je peux rester assise ? Si vous voulez, bien sûr. Alors, la question de l'hyper-réactivité en entreprise ou de l'hyper-agilité, pour moi, c'est une question de survie de l'entreprise aujourd'hui. En fait, on vit une disruption majeure. D'abord, il y a des tensions en interne dans l'entreprise avec l'arrivée d'une nouvelle génération au travail, la génération des millennials, dont je fais partie et qui représentera 50% de la population active dans 3 ans. Cette génération, elle est née dans le tsunami numérique. Elle est habituée à la gratification instantanée, le feedback instantané. Elle est hyper connectée, elle est sur toutes les applications et les réseaux sociaux et elle s'attend à avoir ces mêmes outils dans l'entreprise. Donc ça c'est le premier point, c'est l'entreprise doit survivre à cette arrivée d'une nouvelle population. Après, il y a une deuxième question de survie qui est la survie externe, je dirais. L'entreprise, les business models traditionnels se font ubérisés ou disruptés par des entreprises qui arrivent, qui sont plus agiles. Donc l'entreprise doit survivre à ça, à ce changement. Elle doit être capable d'anticiper les difficultés, d'anticiper les changements et d'être agile, d'être aisée dans ses mouvements pour réagir vite. Donc la clé de ces deux volets, la survie interne et la survie externe de l'entreprise, c'est d'avoir la bonne information au bon moment. C'est une question de timing et d'idées ou d'information. Donc pour moi, ça passe par des outils de communication qui vont permettre de faire émerger ces idées au bon moment. Et donc pour moi, ce qui émerge de cette nécessaire hyper-réactivité, hyper-agilité de l'entreprise, c'est une intelligence collective. Parce qu'en fait, quand on fait émerger toutes ces informations, quand on se rapproche du terrain avec des outils qui connectent les personnes qui sont en ligne frontale avec nos produits et nos clients tous les jours, on fait émerger des informations intéressantes. Je vais vous illustrer par un exemple qui est Starbucks. Donc Starbucks a utilisé l'application Workplace. En 2 mots, Workplace, c'est la version entreprise de Facebook. Donc Facebook a lancé ce produit il y a 1 an et c'est comme une plateforme de communication et de collaboration interne à l'entreprise. Donc Starbucks lance Workplace dans ses cafés et donc donne à ses baristas un outil de communication. À peu près 1 mois après le lancement, il y a un barista qui a fait un post sur Workplace. Il a écrit moi j'ai vu cette boisson sur Instagram et puis je la fais dans mon café et j'en vends 20 par jour. Qu'est-ce que vous en pensez ? En 24 heures, il y a eu 40 autres baristas qui ont commenté sur le post en disant « Ah mais moi aussi j'en utilise, je la crée, j'en vends 25, j'en vends 10, j'en vends 30 ». Cette idée a émergé, du coup, est devenu un trending post sur Workplace. Les équipes de marketing produit l'ont vu tout de suite et le lendemain matin, ils ont décidé de communiquer sur le fait qu'ils avaient choisi cette nouvelle boisson au menu officiel, pour l'ajouter au menu officiel de Starbucks. Ça, c'est une histoire incroyable. Ça aurait pris à peu près des mois, voire ça n'aurait été pas possible sans cet outil. Donc pour conclure, de cette hyper-réactivité, se crée une intelligence collective et une conscience aussi, une conscience d'appartenance à l'entreprise plus forte. Merci beaucoup, Liana.
le prochain intervenant, je propose à Olivier Bourtoreau de venir prendre la parole. Il aurait voulu le faire, c'est pas grave. Alors, moi j'aime beaucoup votre titre parce qu'il y a dedans tous les hiatus qui occupent mon travail depuis une dizaine d'années, mais en tant qu'héritier d'une méthodologie et d'une posture qui, elle, a quasiment 20 ans. Cette notion de l'hyperréactivité, de la surenchère, de cette accélération du rythme que l'on vit et qui a été rappelée, elle nous amène devant potentiellement une dead end, qui est de dire on ne peut pas répondre à cette injonction de transformation et d'accélération en continuant à le faire selon les mêmes modèles que ceux des dernières années. Aujourd'hui, on est dans un paradoxe où l'injonction à se transformer, à évoluer, se fait dans un rythme qui va bien plus vite que notre capacité à pouvoir agir sur les organisations, à pouvoir faire et organiser cette résonance entre la stratégie, et je ne pense pas qu'il y ait de stratégie hyper réactive. Il y a des actions hyper réactives, mais que si on peut établir une stratégie, elle n'est forcément pas hyper réactive. La stratégie doit garder un rythme et une stabilité et une solidité qui va bien au-delà de l'hyper-réaction, ce qui n'empêche pas son adaptation. Mais on est bien dans un premier hiatus qui est comment est-ce que je pense dans un monde qui va très vite sans devenir complètement schizophrène ou sans devenir complètement instable, voire bipolaire. Et nous, ce qu'on porte, et l'accompagnement qu'on fait auprès des grands groupes depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est justement comment est-ce qu'on stimule ce quotient collectif, cette intelligence collective, de manière à faire face, dans un nouveau paradigme, à ces questions d'accélération, ou plus exactement, qui ne sont pas de l'accélération, mais qui peuvent être prises pour de l'accélération. Et si vous le prenez pour de l'accélération, forcément, à un moment, vous allez à un endroit où vous allez vous épuiser, vous allez investir dans tous les sens, vous allez devenir divergent, pétillant, mais complètement vain, là où le nouveau paradigme va permettre de traiter des problèmes complexes et dans des dimensions temporelles très rapides, avec un autre cerveau, qui est le cerveau du collectif et l'installation des quelques règles, méthodes, éléments de posture, de culture et d'outils qui permettent à ce collectif de se constituer en cerveau et de construire cette intelligence hyper réactive et non pas stratégie hyper réactive. Et on est bien dans le fait de quitter la surenchère, cette espèce de course en avant permanente qui déprime les collaborateurs et les managers. Aujourd'hui, vous prenez un manager, top manager, il a vécu à peu près une dizaine de transformations dans sa vie et dans sa carrière. Et c'est parce qu'il en a réussi sans doute 8 sur 10 qu'il est promu et qu'il est là où il est aujourd'hui. Et on lui dit maintenant, ça va aller de plus en plus vite. Et ça, c'est totalement décourageant, c'est totalement stérilisant pour les managers. Ça n'est pas aller plus vite, c'est regarder différemment, mobiliser un autre quotient, celui de l'intelligence collective, vous en avez parlé, l'intelligence des écosystèmes, qui ne se limite d'ailleurs pas aux frontières de l'entreprise, mais qui va permettre d'adresser sereinement, et c'est le message principal, cette question qui peut être effectivement stressante de l'accélération des mouvements et des évolutions dans notre environnement professionnel. Merci Mathieu. Olivier, pardon. Autour de Lorraine cette fois-ci, et qui a la lourde tâche de terminer. Non, c'est plutôt simple parce que je trouve que le constat a été super bien posé par les personnes qui ont pris la parole. Alors moi, en introduction, ce qui m'intéresse, c'est évidemment cette problématique de l'hyperréactivité dans le lieu de travail, puisque Cowork, dont je suis le cofondateur, gère des espaces de coworking. Donc je ne vais pas replanter le constat qui a été fait, parce que je pense que tout le monde le partage. Moi, j'ai isolé de mon côté 3 points fondamentaux et 3 points d'intention. C'est que autant que cette hyper-réactivité offre des opportunités, à la fois elle crée de l'isolement, parce qu'on sait bien, tu l'as déjà dit, je crois que les réseaux sociaux, ça peut vite aussi vous mettre dans votre bulle et vous séparer des autres. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point, c'est être hyper connecté, hyper flexible. C'est-à-dire que là, c'est une injonction permanente à être disponible, à changer, à constamment réinventer la roue. Donc ça, c'est un vrai sujet pour les gens qui travaillent. Puis le troisième point, c'est la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée, puisque aujourd'hui, le bureau, c'est partout, quoi. C'est Starbucks, c'est sa maison, c'est absolument partout.
Donc moi, j'ai 3 convictions là-dessus assez fortes. Le premier, et on pourra en discuter, c'est que la communauté est une très bonne réponse à l'isolement. Aujourd'hui, les gens recherchent des liens physiques, des liens sociaux, pas forcément des liens hiérarchiques, mais pour grandir dans son travail, on a besoin d'une communauté. De ce point de vue-là, le coworking me paraît être un environnement de travail adapté aux challenges qu'on trouve dans les organisations. Le deuxième point qui est un peu moins évident, c'est que cette injonction à être toujours disponible, à être toujours présent, pose la question du bien-être physique et mental des gens qui travaillent. Nous, chez Quark, on propose des cours de yoga, de méditation. Ça fait souvent marrer les gens. Ils nous voient comme quelque chose d'un peu exotique. Moi, je trouve ça impensable dans l'univers dans lequel on est, où on exige tant des gens, qu'une partie de leur emploi du temps ne soit pas dédiée à une activité, à une pratique sportive et mentale régulière. C'est un équilibre qui me paraît absolument fondamental aujourd'hui. Donc le corps et le soin de son corps doit être pour moi une préoccupation absolument essentielle des managers dans le futur s'ils veulent être sûrs qu'il se passe quelque chose de positif dans leurs équipes. Et puis le troisième point, c'est l'espace de travail. Moi je pense que la révolution elle se passe dans l'espace de travail, mais je ne pense pas que tous les espaces doivent devenir des espaces de travail. On pourra encore en débattre et c'est peut-être assez culturel, mais je pense que c'est, encore une fois, si on veut emmener ces équipes ou même soi-même assez loin, il faut qu'il y ait une séparation claire entre sa vie privée et sa vie professionnelle. On ne peut pas se retrouver à minuit à devoir répondre à son boss ou en vacances. S'il n'y a pas un minimum de barrières, je pense que le cadre explose. Et ce qui empathie à nouveau, c'est l'envie de travailler, c'est l'envie, le plaisir d'y retrouver. Donc encore une fois, la révolution doit se faire sur le lieu de travail. Mais pas ailleurs. Voilà. Alors moi j'ai entendu tout le monde pas vraiment apprécier la notion d'hyperactivité. Merci à tous, vraiment c'était super. Tout le monde a parlé d'hyper et personne n'a aimé vraiment ce terme. On va passer à la deuxième partie. C'est une partie de discussion. Moi j'aimerais qu'on revienne sur la notion d'agilité. Qu'est-ce que c'est l'agilité aujourd'hui dans les organisations? Eliana, vous avez un avis là-dessus? J'ai commencé à y répondre tout à l'heure. Pour moi, c'est la capacité à anticiper le changement et à être capable de rebondir rapidement. Donc, c'est sentir, percevoir les difficultés, les obstacles, les tendances, ce qui se passe et être capable d'y réagir. Donc, c'est avoir l'information, c'est être capable d'écouter et être capable de prendre une action rapidement derrière. Donc pour moi, ça passe par des outils, à moins qu'on soit tous dans la même pièce pour travailler tout le temps. Voilà. Ok, ça se passe sur des outils, mais c'est des outils qui sont pas qui sont déconnectés ou connectés et qui sont désynchronisés surtout. Donc il y a une notion de temps qui change. Mathieu, peut-être un avis sur cette notion de temps qui est explosée par les outils. Oui, et peut-être un désaccord. Je ne crois pas que ça passe par des outils. Je pense que ça peut être accéléré ou renforcé par des outils, mais je pense que c'est avant tout un changement d'état d'esprit et d'approche. Et pour moi, l'agilité caractérise plutôt le passage d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Et c'est à partir de là où c'est intégré au plus bas du centre de gravité de l'entreprise, donc au niveau du collaborateur et au niveau de ses collectifs, que là, on va pouvoir être dans des stratégies hyper réactives, non forcément destructrices, avec l'aide d'outils. Alors si on est sur une obligation de moyens au lieu une obligation de résultat au lieu d'une obligation de moyens, on n'est plus vraiment sur le modèle du salarié. Et donc du coup, je me tourne vers Laurence qui accueille beaucoup de start-upers. Est-ce qu'il y a une différence entre les salariés et les start-upers que vous accueillez ou les freelances par exemple? Dans le rapport... il y en a. Oui, sur la notion de temps, sur la contrainte toujours. Oui, évidemment. On peut regarder dans leurs emplois du temps, même leur façon de gérer leur temps. On voit bien qu'il y a un rapport au temps et il y a des contraintes même légales qui sont pas les mêmes. Et comme tu l'as dit dans ton étude, on ne peut pas exiger la même chose d'un salarié que d'un start-upper. Donc évidemment, ça change, mais c'est là où la distorsion est intéressante, c'est qu'en même temps, ils sont unis par une même envie de travailler de la même façon. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils sont dans des cases différentes et en même temps, ils voudraient travailler un petit peu de la même façon. Donc on voit bien qu'il y a des éléments de réponse qui se dessinent, c'est-à-dire qu'ils font partie d'une communauté où ils ont l'impression de partager des valeurs, un mode de fonctionnement, une façon de travailler. Et d'un autre côté, ils appartiennent à des organisations qui réagissent différemment et qui les contraignent différemment dans leur façon de bosser. Donc voilà ce que je peux dire. Ok, donc
Des statuts différents, mais une envie commune. Bah oui, parce que on voit bien que cette agilité, et cette volonté de changer, elle est commune maintenant à la fois dans les grands groupes et dans les petites structures. Donc ça, pour le coup, elle est partagée par tous. C'est un avis qui est partagé par tout le monde. D'abord, ce mot-là est utilisé un petit peu en hold-up par un certain nombre. Alors, ça vient beaucoup du monde informatique ou des DSI en disant ça y est, on bosse en méthode agile. C'est bon. La méthode agile étant une espèce de revue d'un process linéaire pour essayer de lui donner une coloration un tout petit peu plus collaborative, en tout cas un tout petit peu moins frustrante et un tout petit peu moins cycle en V pour ceux qui sont familiers avec ces notions-là. C'est pas ça. Ça, c'est une espèce de tentative de se dire, oula, il y a une idée intéressante là-dedans et on va essayer de la coder, mais de la coder dans l'ancien langage. Et on fait quelque chose qui n'est ni plus ni moins qu'un autre process qui a des vertus supplémentaires sur certains aspects, mais qui procède fondamentalement des mêmes intentions. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. C'est d'abord un changement de posture qui permet cette agilité, d'abord dans... Alors là, je vais citer, alors je ne connais plus son nom, mais on facilitait au World Economic Forum une réflexion autour du changement climatique, une communauté internationale, le grand débat à l'époque, toujours d'ailleurs, est-ce que l'homme a un impact sur le climat, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, enfin bref, ça se tapait un peu dans tous les sens, entre pays. Et là, à un moment, il y a un Chinois qui se lève, et puis qui dit, écoutez, mon pays, je suis désolé, est aujourd'hui un des plus gros contributeurs à la pollution. En revanche, je me rends compte que la solution doit venir de chez nous. On est les seuls à savoir être agile. On est les seuls à savoir adapter et apprendre en permanence de l'effet de nos actions. Et si on part de beaucoup plus loin, cette capacité-là, qui est, et c'est lui qui le disait, incodable dans vos éléments culturels, va faire que la solution doit venir de chez nous. Et donc je rentre chez moi avec la conviction que si ça ne viendra pas de chez nous, pardon, c'est pas beau ça, si ça ne vient pas de chez nous, ça ne viendra pas de chez vous non plus. Ok, très bien. Et j'avais une autre question. Alors ce matin, moi j'ai entendu beaucoup parler de génération Y, de millennials. Est-ce que c'est une affaire de génération? On a parlé des statuts. Est-ce que c'est aussi une affaire de génération? Iliana, peut-être ou... Oui, un peu. La population active sur Facebook est plutôt jeune et active sur d'autres réseaux sociaux. Et du coup, ils ont ces attentes-là dans le monde de l'entreprise. Voilà, moi je fais partie de cette génération. Je me rappelle avoir ma première entreprise. Moi j'étais chez Google pendant 6 ans et je me suis mis à aimer ces outils justement plus collaboratifs, plus agiles, plus rapides. Et je me rappelle me dire ne jamais pouvoir rejoindre une entreprise qui n'avait pas ces outils-là. Et là, avec Workplace, c'est un niveau d'agilité supplémentaire. Ça crée le lien entre un email, un calendrier, un document partagé, et ça crée de la colle et du lien entre toutes ces différentes interactions qui font partie du travail, en les mettant au sein d'un groupe, puisque justement, on va attacher tous ces éléments de travail dans un groupe, et ça va donner une mission, ça va donner directement une mission, ça va attacher les différents éléments à un projet, et je pense que la génération des millennials est habituée à travailler dans ce mode-là de communauté et de groupe. Ouais. Et alors, comment interagir... Une réaction peut-être, Laurence? Non, mais parce que moi, alors j'ai un autre son de cloche, mais c'est ça qui est intéressant, j'imagine. C'est nous, dans nos espaces de coworking, on a des gens de tous les âges et de tous les backgrounds et de toutes les professions. Donc en fait, je pense que ce qui les lie entre ces gens, c'est une volonté de travailler avec un nouvel état d'esprit. Moi, ce que je trouve génial, c'est quand des personnes qui sont plutôt pas de cette génération sont plutôt sensibles à ça, parce que d'abord elles viennent avec leur expérience, donc le monde existait avant nous, hein, et ils ont plein de choses à nous apporter, et deux, ça doit pas en tout cas opposer les gens, c'est-à-dire que j'aime pas l'idée de mettre une génération contre une autre ou de les jouer les uns contre les autres. C'est certain que cette génération a beaucoup à nous apprendre parce qu'elle est née dedans, parce qu'encore une fois elle n'a pas connu, et cette agilité elle est presque constitutive de son ADN.
Mais d'abord, les gens qui étaient avant ont plein de choses à apprendre aux plus jeunes. Et ensuite, ce qui me plaît, c'est quand c'est plutôt un état d'esprit. Et je pense que cet état d'esprit peut être partagé par toutes les professions. C'est pas que les startups, c'est pas que les millennials, c'est pas que les gens qui habitent dans un coin. C'est absolument pour tout le monde. Et moi, j'adore quand on a des gens de 65 ans qui s'éclatent dans des espaces et qui travaillent avec des jeunes parce que, bah voilà, ça leur met plus de temps, mais leur volonté d'apprendre, à la fin, en 2 semaines ou 2 mois, ils s'en sortent. Ils ont la même agilité que les jeunes, et en plus, ils ont de l'expérience. Voilà. Une réaction supplémentaire. Ouais, juste pour ajouter, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense pas que... il n'y a pas de frein à l'adoption. C'est pas un frein générationnel du tout. Pareil, dans notre entreprise aussi, et chez nos clients qui déploient Workplace, on a aussi des employés beaucoup plus âgés qui n'étaient pas habitués, même des gens qui n'utilisent pas Facebook dans leur vie privée. Donc oui, c'est un état d'esprit. Et, pas un et juste, alors, nous, on a fait une étude quantitative sur cette question-là, qui était l'aspiration au changement de paradigme dans les modes de travail. Et on s'attendait, vachement porté par la mode de ces générations. Alors, il faut quand même remarquer, moi, je fais partie d'une génération qu'on a post-nommée, c'est-à-dire qu'il y avait la génération Y, les millennials, les natifs, tout ça. Puis moi, j'étais dans une espèce de trou, donc ils ont trouvé un nom après, on est les xénials. Entre les X et les Y, on est les xénials. Quelle année? C'est indiscret, ça. Et donc, non, en gros, je crois que c'est 77-84. Ah bah, pareil, salut. Et donc, non, mais ce qui est fou, c'est quand même de dire, sociologiquement, maintenant, on fait des tranches générationnelles qui font 6 ans. La vache. Et deuxièmement, résultat quantitatif, homogénéité totale. Qu'on pose la question, dès qu'on sort d'un phénomène d'apprentissage, qui est forcément lié au temps, les outils, le vocabulaire et ainsi de suite. Mais dès qu'on est sur les fondamentaux de la volonté de se transformer, la lisibilité, la compréhension justement des nouveaux modes d'interaction, on se rend compte que Paris, province, secteur privé, secteur public, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, carrément moins jeunes, on est tous égaux devant cette question-là. Donc encore une fois, ce n'est pas une question de la transformation digitale. C'est la question de la transformation à l'ère du digital. C'est-à-dire que ce mouvement de transformation se pose dans un contexte différent, mais pour tout le monde, avec la même intensité et avec les mêmes drivers, finalement, au travers de la population. Et qui est porté, moi je pense quand même, qui a été impulsé quand même par une génération, et ça inclut ensuite toutes les générations. C'est bien à l'ère du digital, je suis complètement d'accord. Et je reviens juste sur ce que tu disais avant, parce que ça me semble être aussi la même chose. Tu disais... salariés n'ont pas les mêmes types d'obligations. Et c'est la même chose en fait que l'impact générationnel, c'est que dans l'ère des communautés, dans l'ère du digital, tu n'as plus ce type de frontières-là. Et le principe même d'une communauté, c'est de multiples générations, de multiples statuts, avec des attentes qui sont au bout du compte assez alignées. Alors du coup, j'ai une question qui va être peut-être difficile pour vous, mais qu'est-ce que vous pensez, sans être juriste, des réformes du droit du travail qui sont en cours, dont vous avez sans doute entendu parler ? Est-ce qu'elles vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles vont dans le sens de l'agilité dans les organisations? Je peux pas répondre. Non, parce que le droit du travail, honnêtement, j'en sais rien. En revanche, les pratiques de travail, on va le dire comme ça. J'ai entendu tout à l'heure dans cette même salle parler de la soumission, par exemple, au télétravail, en disant oh là, on est soumis au télétravail. On est soumis au flex office, je l'entends ailleurs, ou au home office, ou toutes ces choses-là. Le contrat moral d'engagement entre qui que ce soit, on parle même plus de salariés, ainsi de suite, et cette notion de travail qui est en train de se faire chambouler à peu près autant que la notion d'entreprise est en train de se faire chambouler. Et où c'est en train de se rapprocher, tu en parlais tout à l'heure, vie privée, vie perso, on est plus dans un faisceau de contribution de ma personne, où je fais des choix d'investissement en temps et j'attends des éléments financiers, de reconnaissance, de rayonnement, de progression, d'employabilité et dans un environnement de confort sur lequel je détermine le curseur. Ça amène dans des phases d'apprentissage des phénomènes de surchauffe parce qu'on peut avoir du mal à apprendre à mettre ce curseur-là et à s'investir totalement dans ces sphères-là. Mais la notion même de travail devient tellement flou que je pense qu'on est plutôt dans comment est-ce que ces contrats moraux d'engagement, j'investis du temps encore une fois, et un bout de ma carrière,
et parlez-en à des responsables RH, il y en a sûrement dans la salle, quasiment les entretiens se sont inversés. Ça n'est plus un candidat qui vient dire à une entreprise prenez-moi, c'est expliquez-moi pourquoi je dois investir les prochaines années. Allez, je vous en promets 1, 2 si c'est bien, 3 si je m'éclate, au-delà, m'en parlez même pas, de ma vie dans votre entreprise. Qu'est-ce que je vais y gagner? Et donc c'est dans ce contexte-là que les pratiques de travail, en tout cas, je pense, vont dans le sens de permettre et d'accompagner ces éléments-là. Le flex office y va, le télétravail, les coworking et ainsi de suite. Tout ça, les communautaires y vont. Après, le droit, honnêtement, je sais pas. Le droit? Ah, moi, j'ose une réponse. Oui, elles vont certainement dans le bon sens. Et je ne parle pas forcément des mesures qui font Est-ce que le débat. droit est assez réactif? Il est en train de le devenir, mais tu parlais des modifications législatives récentes. Il y en a une qui passe un peu à l'as, qui est hyper importante. C'est autour du télétravail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces lois-là, ces décrets-là, ils portent quoi? Ils portent il y a une inversion de la responsabilisation de l'explicitation. Pourquoi on ne va pas en télétravail? C'est-à-dire que c'est à l'employeur maintenant de justifier pourquoi il refuse un télétravail. Donc on va vers une flexibilité qui est hyper intéressante à partir du moment où elle va s'accompagner de sécurisation et de sécurité, la fameuse flexi-sécurité. Mais la vraie réforme du travail qui compte, c'est celle qui arrive là, c'est celle sur l'apprentissage, qui va notamment encore plus permettre d'avoir accès de façon multiple à tous les différents savoirs, sans être forcément contraint par tel type de contrat, tel type de durée, tel type d'organisme paritaire collecteur, enfin tous ces éléments. Et justement, comment on se forme dans une organisation hyper réactive? C'est quoi les nouveaux modes de formation? Qui veut partir? Allez, Elina? Non? Ouais, je peux tenter une réponse. Merci. Encore une fois, former avant, c'était ramener un profil dans une capacité à remplir sa fiche de poste. D'accord? C'était ça, hein, la formation. C'est être en adéquation avec les besoins qui étaient définis dans une fiche de poste. Dans la mesure où aujourd'hui, on est de plus en plus, et c'est pas grave, hein, c'est une aspiration de chacun, dans le fait de designer, shaper sa carrière et sa progression, la formation, le premier vecteur de la formation, ça n'est plus la fiche de poste, ça devient plutôt la curiosité, en un, l'accès à l'information, et du coup on voit bien que les systèmes de formation là aussi s'inversent, et ne sont plus en mode classe avec des modules à remplir, mais en mode offre à 360 degrés, de connexion avec des gens qui font, plus que qui savent d'ailleurs, et qui nous racontent leur histoire, voire de connexion avec des environnements où on peut tester et faire, tout ce qui est Fab Lab, tout ce qui est Do, Tank, tout ce qui est ces éléments-là où on va finalement se former à faire plutôt que se former à savoir répéter. Et puis, ça va être la reconnaissance par son écosystème, proche ou moins proche, encore une fois, dans un contrat moral qu'on a choisi, que j'aime même plus dire compétence, mais que cette capacité supplémentaire qu'on a acquise nous apporte quelque chose. Et encore une fois, que ce soit de la reconnaissance, que ce soit de la valeur financière, que ce soit l'accélération de carrière, enfin, tout ce qu'on a envie de mettre dans la relation à ça. Donc c'est encore une fois une relation inversée, les outils qui jouent un grand rôle, parce qu'aujourd'hui, évidemment, connexion communautaire, ainsi de suite, très très fort, et c'est beaucoup plus la curiosité et la reconnaissance sur la valeur nouvelle qui va tirer ces éléments de formation. Et alors j'avais une petite question peut-être sur le design. Le design des lieux participe peut-être à la formation, à l'agilité des individus, Laurence? En tout cas, moi si on veut changer les gens profondément et si on veut avoir un impact sur la vie des gens, je pense que la première chose qui doit changer, c'est l'environnement lui-même. Pour moi, c'est absolument fondamental. Le cofondateur de Quark est designer, donc de dire qu'on va révolutionner le travail, mais on va mettre une plante verte ou un baby-foot, honnêtement, ça sert à rien. Et moi, je pense que c'est ça qui est magique, c'est le design est capable de faire changer les gens, mais c'est pas n'importe quel design. C'est-à-dire, c'est un design qui crée de l'émotion. Pourquoi? Parce que l'émotion, vous commencez à faire confiance à quelqu'un et vous arrivez à l'emmener dans une zone où tout d'un coup, il voit les choses avec un peu de différence. C'est-à-dire que tout d'un coup, il envisage que son lieu de travail peut aussi être un endroit de créativité réelle, peut être aussi un endroit d'inspiration réelle. Donc, encore une fois, il faut que l'effort mis
en face en termes de design soit réel aussi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie ambition et une vraie approche disruptive dans le design. Donc le design pour faire beau, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est sympa de faire de la jolie déco, mais la déco, si elle vous touche pas, c'est comme une œuvre d'art, elle va pas vous faire changer. Donc le design dans sa fonction, dans ce qu'il peut porter comme émotion et emmener les gens dans une autre dimension, c'est absolument fondamental. Encore une fois, on parle de choses, de changements et de révolutions, mais tous les changements, ils sont très difficiles à porter, parce que malgré tout, les gens, ils aiment bien leur zone de confort. C'est hyper challenging pour eux, donc il faut aussi être capable de les emmener avec de l'émotion et avec des éléments qui les portent et qui leur racontent une histoire, et pas avec des notes qui leur expliquent pourquoi demain, il faut qu'ils se mettent à devenir hyper agiles. Donc pour moi, le design, c'est la base du changement. J'ai l'impression que Mathieu veut réagir sur cette... Je sais pas, pour nous, c'est pas la base, mais c'est ton métier. Donc oui, mais c'est pas la base, mais en tout cas, c'est fondamental, parce que le contenant va valider le contenu. Donc quand on fait une évolution d'organisation, quand on fait une inversion, c'est-à-dire qu'on passe d'une impulsion top-down vers quelque chose au minimum horizontalisé, voire bottom-up, il faut aussi pouvoir l'incarner. Ça peut s'incarner matériellement dans des locaux où tu as plus de cloisons, où il y a de la place pour le beau, où il y a de la place pour la créativité, il y a de la place pour l'échange, et aussi pour certains endroits pour pouvoir s'isoler. Ça peut aussi passer virtuellement par de la connexion virtuelle, par des outils qui permettent de rester en lien. Parce qu'au bout du compte, dans ce moment ultra numérique, on a besoin de liens humains qui soient physiques, qui soient incarnés ou qui soient dématérialisés, mais qui permettent ce contact. Là, pardon, juste un dernier mot. Un dernier mot. Allez, là aussi, sur les environnements de travail, il faut bien avoir en tête qu'on hérite d'une organisation spatiale des bureaux dans lesquels les cloisons ont été mises en place de manière à ce que les bruits des machines à écrire ne gênent pas le voisin. Bon. Et on a gardé ça. Aujourd'hui, on est dans un univers de collaboration digitale. On a notre univers physique, on a notre univers digital, et comme un consommateur aujourd'hui, on demande une continuité entre ces univers-là. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'on ne retrouve pas les fonctions que j'ai dans Workplace, par exemple, dans une salle. Je veux pouvoir me voir à 10 comme ça, échanger sur un tableau blanc. Je veux pouvoir le faire en physique, je veux pouvoir le faire en digital. Et ça doit supporter, ou au sens anglais, pardon, ça doit soutenir et faciliter les interactions que j'ai choisi de construire à ce moment-là parce que j'estime qu'elles sont pertinentes. Donc là aussi, on revient à... c'est de nouveau pas un joli mot, mais on capacite, on fait monter en capacité le salarié et on crée autour de lui tout ce qui va lui permettre d'exprimer au mieux sa valeur ajoutée, quelle que soit la modalité et le lieu d'interaction qu'il aura choisi. Très bien. Bon, on est arrivé à l'issue de notre conversation. J'aimerais avoir un petit bilan sur surenchère ou émergence. Est-ce qu'on est dans le mode de l'hyperactivité? On est arrivé au bout ou on n'est pas arrivé au bout, Iliana? En un mot, hein, vraiment en une petite phrase chacun. On n'est pas arrivé au bout, mais pour moi, c'est pas une surenchère, c'est le début de l'émergence de cette intelligence collective, de cette conscience collective, de tout ce qui peut se créer à travers les liens nouveaux, les dialogues horizontaux qui sont rendus possibles, le partage de valeurs et de liens sociaux entre les gens. Ouais. Allez, les prochains vont dire surenchère ou émergence. 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 Ouais. Émergence du quotient systémique. Allez. J'ai le droit ou pas? Très bien, c'est bon, ça me va. On peut ajouter des mots. Moi aussi, je ne vais pas répondre à la question. D'abord, émergence. Et un point qu'on n'a pas abordé, c'est vraiment, j'insiste, je pense que le corps et notre premier outil de travail, c'est notre corps. On est dans un pays qui l'oublie complètement. Donc, si on veut survivre et même vivre, il faut y penser. Voilà. Donc, émergence en pensant à soi. Ok, merci beaucoup. Si je dois dire un mot pour la conclusion, je pense que du coup, on n'est pas dans une stratégie qui passe par des méthodes, mais vraiment par une culture. On retrouve, entre guillemets, ce qui fait qu'on est des êtres humains dans des organisations plus agiles. Merci à tous. Merci. Merci.
Merci pour votre intervention. Alors, on a un peu de temps pour échanger. On va essayer d'en profiter. Moi, j'avais une première question relative au thème, et moins par rapport à ce que vous avez dit, mais on est en train de parler d'entreprises qui se transforment à l'ère digitale, l'entreprise qui doit être plus agile, etc., etc. Sauf qu'une entreprise, si je mets de côté les entrepreneurs et les toutes petites structures, il y a des centaines, voire des dizaines de milliers de collaborateurs. Et il y en a pour qui, honnêtement, la transformation à l'ère du digital, ils la sentent pas. Et si on met de côté la digitalisation d'un certain nombre de fonctionnements, la robotique, etc., etc., en quoi ces personnes-là qui ne sont pas forcément confrontées directement au business et donc à la transformation à l'ère du digital doivent devenir plus agiles? Et comment ils vont le devenir? Parce qu'on parle très souvent d'agilité pour les marketeurs, pour le business, pour etc. Mais derrière, toutes les fonctions support et autres qui ont besoin potentiellement aussi d'une réponse, d'une promesse d'enjeux de transformation, est-ce qu'eux, ils ont besoin de devenir plus agiles? Et si oui, comment? Alors, d'abord, aujourd'hui, même ces gens-là vivent le fait que leur entreprise est aujourd'hui moins agile autour d'eux que ne le sont leurs prestataires dans la vie courante. Je m'explique. C'est plus compliqué pour quelqu'un dans une entreprise aujourd'hui d'avoir accès à un certain nombre de services dans sa vie professionnelle plutôt qu'en tant que simple kidam. Je veux réserver un billet de train, j'ai 3 applis dans la poche. Quand je le fais pour un week-end avec ma famille, dès que je suis dans l'entreprise, je vis une frustration. Là où je veux en venir, c'est dire que je ne sais pas s'ils doivent devenir beaucoup plus agiles, mais la réalité, c'est qu'ils expriment une frustration sur le fait que l'entreprise ne les invite pas ou ne leur donne pas la possibilité d'être beaucoup plus agiles. Et donc, c'est d'abord une adéquation avec leur projet en tant que tel. Et puis après, dans la résonance qu'ils ont et le rôle qu'ils ont s'ils font partie de l'entreprise, avec la capacité de l'entreprise à réaliser sa stratégie, il y a toujours un lien. S'il n'y a pas de lien entre une personne dans une entreprise et la capacité de l'entreprise à réaliser la stratégie, stricto sensu, c'est qu'elle n'est pas dans l'entreprise. Là, on voit bien que, pour les mêmes raisons évoquées tout à l'heure, la vitesse, l'interconnexion, l'évolution les amène à devoir se mettre dans ces postures-là. Et comment elles le doivent? Tout simplement parce qu'au-delà de la digitalisation, qui est vraiment là aussi un piège ou un faux semblant de ce qui est en train de se passer en ce moment, les changements de posture impactent l'ensemble des composantes de l'entreprise, quel que soit le rôle, et d'ailleurs remettent un certain nombre de ce que vous appelez les fonctions support au cœur de la capacité de l'entreprise à se réaliser, à réaliser sa stratégie. Peut-être pour ajouter un point, l'entreprise, elle a très peu évolué dans sa façon de travailler depuis dans les derniers siècles. Il y a eu l'email qui a été une grosse révolution dans la manière de travailler parce que ça a réduit l'espace et le temps pour pas mal de gens. Puis la vidéoconférence dans la même logique. Mais pour pas mal d'employés, il y a plein d'employés qui n'ont pas accès. Les employés qui sont sur le terrain ou qui ont peu accès, qui travaillent pas derrière un ordinateur. Et donc pour eux, des outils qui leur permettent une meilleure agilité vont leur apporter une énorme valeur ajoutée. Ils vont pouvoir faire des tâches beaucoup plus rapidement, ils vont automatiser certaines choses. Je donne un exemple de personnes dans des usines qui vont pouvoir notifier très rapidement un danger ou une panne de machine ou quelque chose comme ça, ou des personnes dans les caisses des supermarchés qui vont pouvoir, pareil, donner la notification de la circulation de faux billets, par exemple. Donc voilà, en leur montrant des cas d'usage très pratiques, très pragmatiques, qui vont leur permettre de faciliter leur quotidien et d'automatiser certaines tâches plus complexes. Je pense qu'ils peuvent basculer vers des modes de fonctionnement plus agiles et donc du coup sauter l'étape de l'email et de la première disruption vers une étape d'outils collaboratifs. N'hésitez pas si... Voilà. Bonjour. Moi, j'aurais voulu comprendre l'allusion que vous avez faite à la Chine, au changement climatique et à l'agilité, parce que là, c'est 3 mots que je ne recolle pas. C'était purement contextuel. World Economic Forum, 80 personnes dans une salle qui réfléchissent sur comment est-ce qu'on infléchit
la trajectoire du climat et comment est-ce que les nations se mettent d'accord sur un certain nombre de sujets, et en l'occurrence pas les nations politiques, les nations des entreprises se mettent d'accord pour se donner des directions communes pour agir sur ce sujet-là. Et en fait, ça faisait 2 jours que les esprits cartésiens occidentaux, on va dire judéo-chrétiens au sens très large, luttaient sur cette question de la culpabilité collective, qui est de dire mais est-ce que c'est notre faute ou pas, grosso modo. Et là, un Chinois, à un moment, je le répète, mais se lève en disant bon, de nos échanges, je retiens quelque chose, c'est que mon pays est un des très gros pollueurs, c'est un fait. Donc la question de la culpabilité ne m'intéresse pas. En revanche, vous êtes, vous, en train de vous battre avec une notion qui est quelle stratégie, quel plan, qui a raison, débat d'experts de manière à graver quelque chose dans le marbre. Et tant que vous n'êtes pas capable de graver cette chose dans le marbre, vous ne faites rien. Là où nous, en partant de très loin, puisque objectivement aujourd'hui on est nocif, et on en a totalement conscience, savons culturellement nous adapter avec cette tactique ou cette politique ou cette stratégie des petits pas qui fait qu'on va petit à petit nous pouvoir coder une vraie solution, là où vous, en face d'un problème systémique, vous êtes incapable de créer une réponse systémique. Et finalement, c'était cette opposition culturelle qu'il a envoyée à la face de tout le monde, avec tout le flegme et avec toute la délicatesse et la violence que peuvent avoir les Chinois dans ces cas-là, et qui a mis tout le monde d'accord finalement sur le fait qu'il y avait un problème de posture, de culture, pour qu'un groupe, dans la culture occidentale, puisse faire face à une problématique qui est fondamentalement systémique. Plus clair ? Je me permets de rebondir. En background, ça fait 20 ans que je suis complètement obsessionnel des approches collaboratives, dites de design, de rapide prototypage, et ainsi de suite. Bon. Donc ce que je vais dire n'est pas une façon de mettre en doute l'intérêt de cette démarche et de cette approche. Il y a une dizaine d'années, je travaille avec Jean Terme, qui est le patron de la direction des recherches technologiques du CEA. C'est 10 000 chercheurs avec des petits outils type une salle blanche, une centrale nucléaire, enfin pour ne citer que les plus visibles quand on passe sur la rocade à Grenoble. Il crée, d'ailleurs ça créera très rapidement les pôles de compétitivité, CEA Tech, les Fraunhofer à la française. Et je dis à Jean, il faut absolument qu'on aille voir les champions du monde des plateformes et qu'on leur demande de mettre en place un outil qui permette à tous les chercheurs du monde, et en particulier de CEA Tech dispersés avec les pôles de compétitivité aux 4 coins de la France et du monde, de communiquer, d'être extrêmement réactifs. Et là, Jean Terme me dit, hors de question, ça c'est des conneries, un chercheur, est-ce que tu as lu Ericsson, est-ce que tu as lu Gladwell qui a repris ça quelques années après, c'est 10 000 heures de concentration et de focalisation pour créer une substance qui est effectivement utilisable par ceux qui vont avoir besoin, non pas de l'agilité, comme vous le disiez, je suis désolé, votre prénom m'échappe, mais c'est à vous que je fais référence, voilà, mais la réactivité. In situ, quand on met en œuvre, c'est-à-dire qu'on voit passer des faux billets, et plac, on a la réactivité, on a l'outil qui permet extrêmement rapidement de mettre à l'échelle. Voilà. Ceci étant dit, le travail de fond, qui est aujourd'hui une de mes grandes préoccupations de praticien, à savoir comment est-ce qu'on laisse le temps de la concentration à ceux qui ont besoin de se concentrer. Et ça paraît complètement con à rappeler, mais il y a plein de moments où moi je me sens complètement, ça fait 20 ans que je suis en open space, avec du mobilier à roulettes, des jouets, des machins, des trucs, de la musique pour scander le rythme de la journée. C'est infernal. 100% de mes équipes viennent me voir et m'interrompent tout le temps parce que je suis là. Donc comment est-ce que vous traitez cette question-là, ou comment est-ce que vous réagissez par rapport au thème qui est stratégie hyper réactive, enfin, et puis la suite, je vous laisse là. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'abord d'écouter vos besoins, c'est-à-dire que dès qu'il y a une dissonance entre la réalité de votre travail et puis l'environnement qu'on vous propose, les gens, ils sont c'est les premiers connaisseurs de ce dont ils ont besoin. Donc, je parle encore une fois du coworking, mais ce qui est intéressant dans l'histoire du coworking, c'est qu'elle est née des besoins des gens, ni plus ni moins, de rien d'autre. Il n'y avait pas d'idéologie, il n'y avait pas quelqu'un au-dessus qui a dit on va vous mettre comme ci, on va faire comme ça. C'était des gens qui se sont dit voilà, on va faire un environnement de travail qui
qui correspond à nos besoins. Donc vous avez un environnement de travail qui correspond à vos besoins et donc vous connaissez, vous voyez les limites. Donc c'est pour ça que par exemple je pense que le flex office, ou enfin d'avoir des solutions radicales alors qu'elles ne correspondent pas aux besoins ou alors à un type d'organisation, c'est un peu absurde parce qu'on force encore une fois les gens, on les met face à des choses où ils savent au fond d'eux que ça ne correspond pas à leur utilisation. Je pense qu'en termes par exemple d'occupation d'espace, ce vers quoi on se dirige, c'est quelque chose qui permet à chacun de trouver justement son temps de travail. C'est-à-dire que c'est hyper important d'avoir des endroits où on puisse s'isoler. Ça paraît idiot à dire, mais enfin c'est certain que l'open space à outrance ne permet pas de s'isoler. S'il y a du bruit tout le temps, c'est pas du tout conducive pour travailler dans de bonnes conditions, notamment quand en plus on est dans des professions qui nécessitent pas mal de concentration. Donc je pense que le début du design, c'est d'abord de comprendre les besoins des gens qui sont en face de vous. Puis moi je pense que c'est aussi quand même raconter une histoire. C'est-à-dire que vous voulez emmener les gens, il y a un moment il faut aussi... on n'emmène pas les gens à coup d'ordre ou d'explication, on les emmène parce qu'ils ont envie de venir avec vous. Et donc ça c'est la beauté aussi du design, c'est qu'il est capable de toucher les gens et de les emmener ailleurs. Mais ça c'est encore une autre histoire. Et dans la fameuse inversion dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi dans les espaces de travail. Nous, on l'a mis en place, donc je peux très facilement en témoigner. C'est-à-dire que le principe d'avoir un open space et une place attribuée sur un open space, je pense que c'est pire que l'enfermement dans un bureau. Mais être enfermé dans un bureau, c'est pas non plus la solution. Par contre, avoir les possibilités de travailler en collectif, avoir les possibilités de s'isoler dans un espace de travail, mais aussi ailleurs, c'est vous, le dénominateur commun, c'est vous qui le choisissez en fait. Et c'est en fonction de vos besoins et des besoins de votre équipe. Donc cette inversion, elle est aussi que c'est sans doute pas une décision top-down de dire il y a telle personne à tel poste et à telle place, mais c'est plutôt cette personne qui dit moi par rapport à mes besoins, par rapport à mon besoin d'interactivité avec mon équipe à tel moment, j'ai des espaces que je peux choisir pour pouvoir m'isoler, partager ou créer. Si je peux rajouter quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'on a imaginé le droit du travail pour les professions intellectuelles que vous représentez, exactement de la même façon qu'on l'a imaginé pour les professions qui travaillaient dans les usines. Et le droit du travail, il a d'abord été inventé dans des usines on a optimisé l'appareil humain et le bras. Et on a essayé de faire la même chose avec le cerveau. Sauf que le cerveau, effectivement, comme vous l'avez souligné, il ne fonctionne pas comme le bras. On ne le met pas dans un espace et on ne lui dit pas de telle heure à telle heure, vous allez être concentré, vous allez travailler en continu et vous n'allez pas non plus déranger vos collègues. Et donc c'est ça que les nouveaux espaces de travail permettent, c'est d'être à la fois soi-même dans son temps de travail. Il y a des moments où on n'est pas concentré et on n'est pas apte à travailler. Et puis il y a d'autres moments où on est en dehors de son temps de travail. Et c'est peut-être là où on est aussi dans l'hyper-réactivité. On est le samedi, on est le dimanche, on est avec ses amis et on va avoir une bonne idée. Et dans les professions intellectuelles, on est là-dessus. On est sur quelque chose de différent qu'on n'a pas encore écrit aujourd'hui. On voit en ce moment un mélange entre la vie personnelle et la vie professionnelle dans les entreprises. Est-ce que, là, avec tout ce dont on vient de parler, on n'est pas en train de tuer aussi l'espace personnel dans l'entreprise ? Alors, pardon. On mélange la vie professionnelle et la vie personnelle, et aussi, et avec ces espaces de coworking, ces espaces de flex office, on tue aussi. J'ai en tête en fait un avocat qui est dans un très haut cabinet, pas très loin d'ici. Et qui me dit que le matin, il arrive devant son casier, il retire sa boîte à chaussures où il y a ses affaires personnelles, il va à son bureau qu'il a réservé la semaine d'avant et il pose sa boîte à chaussures avec ses affaires personnelles, le tableau de sa femme et l'image de son enfant, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer l'espace personnel qui permet de se sécuriser aussi ? On tue le bureau fermé, ok, mais est-ce qu'on n'est pas en train de tuer cet espace personnel ? Alors, il y a deux questions. Moi, la première, c'est que chez nous, en tout cas, la majorité des bureaux sont fermés. Donc, je ne tue pas du tout l'espace personnel parce que je pense que c'est un cocon. Les gens ont besoin aussi de sécurité. Donc, dans un espace, l'idée même d'avoir son espace à soi, pour moi, c'est fondamental. Donc, je partage tout à fait votre point de vue. Après, il faut leur offrir la souplesse de travailler comme ils veulent. Mais je pense qu'il faut s'ancrer sur un point de départ. Moi, je trouve ça super anxiogène d'arriver et tous les matins réinventer la roue et de se dire ce matin, je vais aller là. Je pense que c'est assez déstabilisant pour la routine de chacun. Si on veut aussi être efficace au travail, il y a un moment où il faut savoir pouvoir se poser, avoir un espèce de foyer d'où on peut partir. Puis le deuxième point, c'est...
là je parle encore une fois que pour moi, hein, mais je pense que c'est très important de séparer l'espace de travail de la maison, c'est absolument fondamental, surtout en France où culturellement c'est un petit peu gravé dans le marbre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des évolutions, mais il y a aussi des choses à prendre en compte. Je milite en tout cas pas du tout pour dire que le bien-être c'est le soir on peut travailler, le week-end, tout ça est interchangeable, c'est pas vrai. Ça n'a pas la même incidence sur vos façons de travailler. Après, il y a des professions qui s'y portent. Après, il y a aussi des cultures. Vous allez à la Silicon Valley, il y a des gens qui arrivent à 11h et ils travaillent de 2h du matin à 8h. Tout le monde s'en fout, c'est très bien. Et moi, je trouve ça génial. Et pour l'avoir vécu, je trouve que c'est hyper innovant. Mais on est aussi en France, il y a une culture, il y a un rapport au temps, il y a un rapport à son temps libre qu'il faut aussi respecter. Donc je ne pense pas qu'on peut tout casser en disant tout ça c'est bon à acheter dehors. Je pense qu'on peut trouver des solutions créatives et permettre aux gens de mieux travailler, mais on n'est pas obligé de passer à côté ces choses qui sont importantes et qui font partie de ce qui lie les gens aussi. Voilà. Et qui fait sens pour eux. Mais l'espace personnel, il est aussi un petit peu numérisé et on se balade avec aussi beaucoup, ce qui permet aussi d'autres types de réassurance et d'être sur d'autres types de contacts. Et ça me semble être aussi un point important. Donc il y a effectivement la question d'avoir son tableau, ces choses importantes, qui sont très importantes pour les collaborateurs et qui puissent reconstruire un espace personnel. Choisir son lieu de travail, ça ne veut pas forcément dire changer tous les jours. Hein, ça peut aussi être sur une certaine durée d'un projet, dans tel type de zone, avoir tel type d'espace qui est pour soi. Mais on a aussi cette dimension numérique qui permet d'apporter avec soi énormément de ces espaces personnels qui sont assez rassurants aussi. Et alors, on parle d'émergence, donc par définition c'est nouveau et on apprend. Enfin, je pense qu'il n'y a pas les solutions, mais l'écueil dont j'ai envie qu'on se prémunisse, en tout cas dans la réflexion, c'est de dire n'essayons pas de recoder des règles à un moment où justement on a envie de promouvoir des possibilités et non pas recoder des règles. Donc je crois qu'on tue pas les espaces individuels, on dit simplement il n'y a pas de normes et on organise les systèmes pour que la personne qui est quand même le mieux placée pour savoir où elle veut bosser et quand elle veut bosser, c'est-à-dire celle qui est concernée, puisse faire ses choix et elle le puisse d'un point de vue managérial, liberté, ainsi de suite, et la capacité physique et digitale d'outiller et d'environner ces éléments de choix à peu près comme elle le souhaite, avec la conviction profonde que c'est dans cette nouvelle liberté, cette nouvelle fluidité, finalement, qu'est la réelle agilité dont on essaye de faire le contour depuis tout à l'heure. J'ai une dernière question, parce que le temps passe. On parle d'hyper-réactivité. Vous avez parlé de plusieurs leviers pour essayer d'être hyper-réactif. Vous avez parlé de la posture, vous avez parlé des outils. Là, on vient de parler longuement de l'environnement de travail. Je suis étonné qu'on n'aborde pas du tout la question de l'organisation, de la structure même d'une entreprise. Plus elle est grosse, plus ça paraît être compliqué. Et ça rejoint le point de, je ne sais plus qui d'entre vous en parlait tout à l'heure, entre la décision entre le dirigeant, les managers et ceux qui vont opérationnaliser la décision du dirigeant. Si on veut être hyper réactif, il faut que ce soit fluide. On parle très souvent aujourd'hui d'entreprises avec des niveaux hiérarchiques hyper plats, de transversalité, de casser les silos, etc. Pourquoi ça reste une problématique et est-ce qu'il faut repenser complètement l'organisation et la structure même des organisations ? Moi, j'en suis persuadé, on l'a fait. Donc, pour le coup, oui, j'en suis persuadé, on l'a fait et on accompagne des entreprises plus petites ou plus grosses que nous à le faire. Donc, oui, je pense. Maintenant, est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce qu'il y a un modèle standard ? Bien évidemment que non, parce que chaque entreprise a sa dette sociale et sa dette historique très, très différente. Maintenant, ce qui est assez notable aussi, c'est de dire qu'il y a une décision qui est prise plus des gens qui appliquent cette décision. De façon top-down. On voit aussi que, et je reviens là-dessus, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui m'a marqué sur cette fameuse inversion, c'est que la décision, elle n'est pas forcément prise par le top, et elle est de plus en plus prise notamment par l'individu, par la personne qui est au contact du client, du produit, de la production. Et c'est en ça qu'il faut qu'on brise les silos, parce qu'on avait des silos qui étaient hiérarchisés, qui ne permettaient pas une circulation de l'information, qui ne permettaient pas d'agilité. Donc le fait de faire tomber les silos, de les incarner dans une organisation physique pour ne plus avoir de bureau, c'est de permettre cette circulation d'information. Donc je pense qu'il y a 1000 possibilités de reconstruire des organisations, mais il y a une urgence, c'est que je crois que l'ensemble des organisations doivent se repenser à cette ère du numérique. Ouais, et complètement... Pardon, excuse-moi, vas-y.
Non, moi, je ne sais pas s'il faut tout réorganiser. Je pense qu'il faut avoir ou tout casser, tout détruire pour reconstruire quelque chose d'autre qui sera différent, mais pas forcément parfait. Non, je pense qu'il faut juste garder la capacité, l'agilité de se réorganiser quand c'est nécessaire. Et je viens d'une organisation on avait des réorganisations tous les 6 mois où une équipe bougeait, une équipe disparaissait, des rôles se créaient, des rôles disparaissaient. Il fallait s'adapter à une nouvelle place qu'on nous donnait. Et voilà, on y était habitué. Et souvent, on trouvait que ça avait du sens, quoi. On était rarement... on n'a pas été souvent contre ce projet-là. Donc voilà, je pense qu'il faut être agile pour se réorganiser. Je pense qu'il faut aussi juste donner une voix à tous et s'assurer que ça communique très bien de bas en haut et horizontalement entre les équipes. Voilà. La dernière transformation, c'est celle que tu décris, c'est-à-dire c'est celle qui développe la capacité à être fluide et donc à ne plus considérer un changement comme une transformation suivante, mais comme simplement la vie courante. Tout ce qui est processus, qui n'est pas une chaîne de valeur, meurt. Tout ce qui est boîte organisationnelle et qui n'est pas une communauté, meurt. Tout ce qui est une entreprise juridique et non pas une communauté d'intérêt et de mutualisation de capacité de création de valeur, meurt aussi. Je suis hyper provoque, c'est pas vrai du tout, ça meurt pas du tout, mais il n'empêche que ça chancelle quand même sérieusement. Donc si on veut regarder demain, on se dit que c'est les systèmes qui vont être les systèmes, et non pas les entreprises, qui vont être basés sur des communautés, et non pas des organisations, animées par des chaînes de valeur, et non pas des processus. Et ce qu'on voit émerger là, c'est ce qu'on commence à appeler les entreprises plateformes, ou comment est-ce qu'on organise, un peu à l'image d'un réseau d'irrigation, la bonne circulation de l'information, avec de la création de valeurs successives, dans des entités qui sont agiles, et qui ne se vivent pas comme des organisations, mais comme des équipes, ou des communautés, ou des tribus. Merci. On a encore plein de questions, mais on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup pour votre temps et le contenu de vos interventions.